c'est malsain pour la démocratie israélienne en tant que telle, parce que ça, si vous voulez, ces propos d'exclusion délégitimisent complètement l'autre camp. Et nous allons faire à présent un tour d'horizon de l'actualité politique de cette semaine. Nous sommes donc ce matin avec Richard Darmon. Richard, bonjour. Bonjour et shalom. Très heureux de vous retrouver, Richard, pour parler un peu de cette actualité politique, toujours très importante ici en Israël. On va commencer par des propos... Très agité. Toujours très agité, avec des propos, on va dire, extrémistes du député Likoud David Amsellem contre des loups carnassiers de la gauche, des propos qui continuent de faire scandale. Oui, mardi dernier, à l'occasion d'une sorte de meeting sur l'espace Twitter Space, lorsqu'il s'est adressé à des centaines de militants du Likoud, le député Amsellem, qui on va le rappeler tout à l'heure, n'en est pas à sa première sortie, si je puis dire, a là dépassé vraiment les limites, puisque il a dit ceci: les loups carnassiers du système judiciaire seront enfermés dans des prisons si le Likoud revenait au pouvoir, car sinon il pourrait carrément nous tuer. Il a rajouté: les gens de gauche sont les riches et les propriétaires des ressources de l'État. Et comme si cela ne suffisait pas, il a aussi dit: un véritable gang démentiel, antisioniste, bolchevique a pris le contrôle de l'État. Fin de citation. Alors en fait, ce n'était pas, comme je le disais la première fois, que Amsellem crachait ses harangues dans l'hémicycle ou ailleurs, puisque à 2 reprises au moins, il s'était déjà distingué en traitant il y a quelques mois le Premier ministre Bennett de Pinocchio, eu égard à la carrure, a-t-il osé dire, de Superman de l'ex-Premier ministre Netanyahou, mais aussi il s'en est pris au député Likoud Zeev Elkin, qui est l'ex-député Likoud plutôt, qui est passé au parti de Gideon Sa'ar Nouvel Espoir et qui est depuis devenu ministre du Logement, et que Amsellem, il y a quelques semaines, a grossièrement attaqué, lui et son épouse, au niveau le plus personnel, avec des propos qu'il est inutile de citer ici, et des insultes qui sont tellement basses et de bas étage, qui avait d'ailleurs poussé un député de l'opposition, ou plutôt de la majorité de ce gouvernement, à lui dire en pleine Knesset: vous êtes la honte du Parlement israélien. Alors, on se rend compte que personne au Likoud n'a condamné les propos d'Amsellem. Il a fallu que ce soit tout d'abord une citoyenne du rang, inconnue de Rosh Pina, samedi dernier, qui a quant à elle déposé une plainte à la police de sa ville contre Amsellem. Et puis, en attendant, il y a quand même certains politiciens de la coalition qui ont saisi la commission d'éthique de la Knesset, laquelle devrait sans doute se réunir pour sans doute aussi condamner verbalement et assez mollement le dit député Likoud, et ce, au nom de ce qu'on appelle en Israël une liberté je dirais vénérable, la liberté d'expression, qui semble, disons, sous nos latitudes, ne pas avoir de limite. Mais le pire aussi, c'est que, à part Amsellem, si vous voulez, d'abord, il n'a jamais été condamné par le Likoud ni par Netanyahou. Et je voudrais, pour finir sur ce registre, citer un rassemblement qui a eu lieu il y a une quinzaine de jours, un rassemblement public à Tel Aviv, où l'ancienne ministre des Transports, Miri Regev, qui fut aussi ministre de la Culture dans les gouvernements Netanyahou, a carrément déclaré, je cite: ce gouvernement est un gouvernement terroriste. Et devant les mêmes manifestants, on a vu un cadre important du Likoud, Gadi Yevarkan, qui déclarait ceci: on se souviendra des générations entières de ces gens, il parlait des membres de la coalition Bennett, qui sont bien pires, a-t-il dit, que nos ennemis. Et donc, là encore, on peut s'étonner que il est légitime que, évidemment, une opposition s'attaque à un gouvernement en place, mais le recours à je dirais, ces vocables de délégitimation, d'exclusion
totale et de menaces de violence dans le cas de Amselem est absolument pas recevable dans la démocratie israélienne, fût-elle agitée, fût-elle tumultueuse. Le problème justement de ces propos, c'est qu'on sent qu'il y a une véritable violence, hein, c'est vrai que vous avez parlé de ce qui est dit du côté du Likoud et du côté de la droite, mais aussi des propos qui sont assez violents de l'autre côté. Bien sûr, mais si vous voulez, depuis le départ, du fait que le gouvernement ne repose que sur une seule voix de majorité, il est en situation précaire. Et si vous voulez, dès le départ, Binyamin Netanyahou et son entourage ont quand même donné le ton en rabaissant la barre de ses limites. Et bon, j'ai pas pu citer intégralement ce qu'a dit Amselem, mais c'était encore pire puisque il a carrément déclaré donc dans ce Twitter Spice il y a quelques jours que s'il devenait un jour président de la Knesset, il ne laisserait pas les parlementaires de l'actuelle coalition entrer dans l'hémicycle, et il a rajouté ils n'ont qu'à aller à la Cour suprême, dont d'ailleurs nous allons aussi, a-t-il précisé, changer les juges dès que nous arriverons au pouvoir après les prochaines élections. C'est là l'exercice, si vous voulez, d'une liberté dans des termes extrêmement abusifs, et c'est la réponse, me dites-vous, du berger à la bergère, parce qu'effectivement, dans les rangs du gouvernement, on ne ménage pas ces attaques, mais tout de même, si vous voulez, on a déjà entendu et assisté à des débats houleux dans le Parlement israélien depuis des décennies, mais là, non seulement ça descend de niveau, mais c'est malsain pour la démocratie israélienne en tant que telle. Pourquoi ? Parce que ça, si vous voulez, ces propos d'exclusion délégitimisent complètement l'autre camp en le sortant, si vous voulez, du consensus israélien. Et ce discours inflationniste, c'est pas le discours des citoyens du rang qui peuvent avoir leur appartenance idéologique et partidaire. C'est légitime dans un pays aussi, composite qu'Israël. Mais là, c'est vraiment un discours sectaire, un discours de caste qui n'a pas lieu d'être, surtout eu égard aux défis qui sont ceux du pays. Et on va parler à présent du duel, Richard, entre Ayelet Shaked et Mansour Abbas à propos du projet de loi sur l'électricité qui met à nouveau en danger la fragile coalition Bennett. Eh bien oui, de retour ce dernier week-end des États-Unis, où elle a fait une importante visite d'État, la ministre de l'Intérieur de Yamina est en train va devoir ces heures-ci et cette semaine affronter Ram à propos de la dernière exigence du nouveau chantage, j'allais dire, du parti islamiste d'autoriser les habitants de milliers d'habitations illégales, construites de manière illégale dans le secteur bédouin d'Israël, à se brancher au réseau électrique national. C'est un projet, d'ailleurs, cette exigence est devenue un projet de loi de Ram qu'il a déposé à la commission des lois de la Knesset. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que on a eu déjà le cas il y a quelques semaines d'une polémique de ce genre à propos de la loi sur l'accession à la citoyenneté que la ministre Shaked voulait reconduire, et en limitant l'accès à la citoyenneté de la part des conjoints mariés à des Arabes israéliens, des conjoints palestiniens qui auraient pu bénéficier automatiquement de cette citoyenneté. En fait, la ministre a croisé le fer déjà avec Mansour Abbas et le parti Ram, qui a d'ailleurs menacé de quitter la coalition si on ne lui donnait pas raison. Mais disons que le pire n'est pas encore arrivé avec cette logique des chantages, puisque Mansour Abbas, a carrément déclaré la semaine dernière que il n'a pas parlé de chantage bien sûr, mais que désormais, il y avait d'autres perspectives pour Ram, et je cite ce qu'il a dit parce qu'il faut lire entre les lignes. Il veut donc en fait utiliser la position de force de son parti comme opposant, je dirais partenaire indispensable, je le disais tout à l'heure, de la coalition Bennett pour qu'elle puisse arriver à 61 voix, puisqu'il a 4 députés, lui, Ram. Eh bien, il a dit ceci, en menaçant de ne pas en rester là. Nous appelons à des progrès nécessaires
concernant les dossiers diplomatiques. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Il faut entendre derrière les lignes il s'agit en fait principalement des dossiers concernant les problèmes de la région et en premier lieu du dossier palestinien. Et voilà précisément ce qu'il a dit. Au départ, l'objectif de ce gouvernement, l'objectif central de ce gouvernement consistait à résoudre certains problèmes socio-économiques et à stopper la crise politique du pays. Mansour Dixit. Mais je pense qu'à l'avenir, et ça promet d'ailleurs pour les mois qui viennent, le gouvernement devra s'occuper de dossiers diplomatiques, ce qui sera pour nous l'occasion, a-t-il bien précisé, de repenser notre positionnement au sein de la coalition. Eh bien, évidemment, on pense au problème palestinien dont on sait, quand on connaît les positions inconditionnellement et systématiquement pro-arabes et pro-palestiniennes de RAM, eh bien, après la polémique, comme je le disais tout à l'heure, de la loi sur la citoyenneté, l'accession à la citoyenneté, la polémique non encore close, tant s'en faut, de la loi sur l'électricité, maintenant, Abbas nous promet des débats fumeux concernant le dossier palestinien. Et d'ailleurs, il fallait s'y attendre, compte tenu des équilibres législatifs. Mais aussi, on avait dit, plusieurs analystes, et nous avions dit qu'une fois voté le budget, ce qui fut fait il y a à peu près un mois, au début du mois de novembre, eh bien, les véritables livres de compte et les règlements de compte au sein de la coalition allaient commencer à s'ouvrir sur les problèmes de fond, et c'est ce qui nous attend pour les semaines qui viennent. Alors, on va terminer par un projet de loi. C'est un projet de loi qui a été d'ailleurs adopté hier par le gouvernement et qui va être voté normalement en première lecture dès demain. C'est un projet de loi limitant à 2 mandats de 4 ans l'exercice de la fonction de Premier ministre. Alors, Richard, quels sont les avantages et les inconvénients de ce projet de loi ? Bien, écoutez, ce projet de loi qui a été préparé depuis de nombreux mois par le ministre de la Justice, Gideon Sa'ar, qui a convaincu Bennett, lequel était hésitant jusque-là d'en faire aussi un de ses projets, a été approuvé hier par le gouvernement, à la quasi-unanimité des membres du gouvernement, lors du dernier conseil des ministres, donc d'hier. Un texte qui, comme vous le disiez, devrait être voté en première et seconde lecture lors des prochains jours à la Knesset, et qui va susciter encore plus de polémiques violentes, puisque au Likoud on qualifie ce texte, ce projet de loi de texte de loi revanchard de Gideon Sa'ar contre Netanyahou. En fait, au-delà de ces traditionnelles polémiques qui nous attendent, enfin qui sont déjà là et qui nous attendent, comme vous le disiez, on peut trouver à la fois des avantages et des inconvénients dans ce texte, car tout n'est pas évident. S'il apparaît, donc, du côté des avantages, a priori que l'introduction d'une limite à l'exercice du plus haut poste de la pyramide du pouvoir central en Israël est essentielle pour la démocratie de ce pays, afin d'éviter qu'une seule personne ne détienne le pouvoir trop longtemps. Et puis, il y a un autre avantage aussi, c'est que cela encourage la compétition qui est indispensable entre des candidats au poste de Premier ministre. Et puis, cela contribuera aussi, sans doute, c'est dans l'esprit de Gideon Sa'ar et des promoteurs de cette loi, à limiter la corruption politique, puisque chacun sait que quelle que soit la personne qui exerce ce pouvoir suprême, eh bien, le pouvoir use et le pouvoir corrompt. Et puis, cela aussi permettra de voir sans doute émerger de nouvelles figures politiques. Ça, c'est du côté des avantages. Du côté des inconvénients, certains juristes ont fait remarquer, alors, il s'agit d'une discussion plus de droit constitutionnel, une discussion de spécialistes de sciences politiques, ont fait remarquer que cette loi, si elle était adoptée, elle risque de rendre le régime politique israélien, qui était jusque-là parlementaire, elle risque de le rendre hybride et de l'atrophier en quelque sorte. Et c'est ainsi que un professeur de sciences politiques et de droit de l'université Bar-Ilan, le professeur, comment s'appelle-t-il, le professeur Yedida Stern, a fait paraître plusieurs tribunes dans la presse israélienne dans laquelle il a mis en garde, si vous voulez, les législateurs en disant que en limitant
à 2 mandats de 4 ans, l'exercice donc des fonctions de Premier ministre, on risquerait de faire entrer dans le système parlementaire israélien, qui est un système justement reposant sur l'élection de députés et d'une chambre souveraine en quelque sorte à la proportionnelle intégrale, on risquerait de faire entrer des éléments hybrides d'un système présidentiel. Et il explique qu'aux États-Unis et dans les différents pays où existe, notamment en France, un système présidentiel, eh bien, on peut effectivement limiter les mandats d'un président à 2 mandats, comme c'est le cas en France et aux États-Unis. Mais décider d'une telle mesure en Israël, ce serait entamer le pouvoir du Parlement et faire une sorte de salade composite qui risquerait je dirais, selon lui, de bloquer les rouages du système actuel. Alors, on pourrait rétorquer, bon, c'est l'objet d'un débat qui est à mener, que justement le système politique israélien a fait la preuve qu'il était grippé et qui menait à des crises les unes après les autres, puisqu'on a procédé à 4 élections en moins de 2 ans dans ce pays, et que quelque part c'est peut-être une porte de sortie en vue d'une réforme plus large qui petit à petit amènerait le système politique israélien à un système plus équilibré et moins dépendant du règne des partis. Très bien. En tout cas, c'est une affaire qu'on suivra, bien entendu, avec notre loi, mais on en reparlera peut-être concernant justement le Premier ministre, s'il est inculpé, l'interdiction de fonction pour un Premier ministre qui est inculpé. Absolument. Ce sera bien entendu l'occasion d'un autre débat. Merci beaucoup, Richard, d'avoir été ce matin avec nous. Merci et bonne journée.